Aujourd'hui, sa personnalité reste associée aux tournois internationaux de France de tennis, dans le stade qui porte son nom, depuis 1928. Les installations de la porte d'Auteuil évoluent d'année en année, tout comme le affiche annonçant les tournois internationaux de Roland-Garros. Depuis les internationaux de France, renommé en 1928 le tournoi de Roland-Garros, bon nombre d'athlètes et de noms mondialement connus sont passés sur cette terre battue et ont laissé leurs empreintes. Les femmes ne sont pas en reste, car tant elles sont nombreuses, qu'on ne peut pas toutes les présenter ici. Toutefois, le mérite est tout aussi grand. Mais revenons-en à ce personnage illustre, qui fut un exemple et qui donna sa vie pour la patrie, durant la Première Guerre mondiale. En 1906, il poursuivra ses études et s'intéressera à beaucoup de choses comme le cyclisme, le football, le rugby, la musique avec le piano et plein d'autres activités. Il reviendra sur Paris pour finir sa terminale en philosophie au lycée Samson de Sailly et réussira son entrée à HEC. Il sortira dans la promotion en 1908 à l'âge de 20 ans. Durant cette période, il se liera d'amitié avec Émile Lezieur, qui le parrainera dans l'équipe internationale de rugby, au Stade français de Paris. Roland Garros en profitera également, pour pratiquer un peu de tennis en tant qu'amateur. Ayant obtenu son diplôme à HEC, il se fait embaucher par la firme automobile Grégoire comme commercial. Il devient chef d'entreprise à 21 ans avec sa boutique, Roland Garros Automobile, où il vend les voitures Grégoire. Pendant des vacances d'été en 1909, Roland Garros va assister à la grande semaine d'aviation de la Champagne en août. Ce sera une révélation pour lui. Il sera aviateur. Immédiatement, il va commander son premier avion. Un Demoiselle de Santos Dumont. C'est seulement qu'en 1910, le 19 juillet pour être précis, qu'il obtint son brevet de pilote portant le numéro 147, sur l'aérodrome de Cholet. Après de multiples meetings nationaux et européens, il rencontra la baronne de La Roche, qui s'occupait des carrières aéronautiques, de Charles Voisin et de Jean Bielovucic. Il lui confiera également la sienne. C'est le meeting du Mans qui sera l'aboutissement de tous les efforts des mécaniciens et de Roland Garros pour accéder au record détenu par le capitaine Félix à 3350 mètres d'altitude. Il décollera de la plage de Cancale pour atterrir sur la plage de Paramé. C'est à bord de son nouvel avion, un Blériot 11, que le 14 septembre 1911, Roland Garros arrachera le premier record d'altitude en passant les 3950 mètres. La cible du record d'Oulgat à 5000 mètres n'a malheureusement pas pu être atteinte. Son Blériot 11, bien que légèrement modifié, rencontrera des ratés de moteur dans son ascension, ce qui lui demandera plus de temps pour atteindre son objectif, et donc de lui faire consommer plus d'oxygène. Il atteindra difficilement les 4960 mètres, jusqu'à ce que son moteur s'arrête et l'obligera à redescendre en vol plané. Néanmoins, le record sera homologué. Ce sera à Tunis, le 11 décembre 1912, que Roland Garros obtiendra son troisième record. Et cette fois-ci, l'avion sera un Morane Saulnier type H, 50 HP, sans flotteur, ni ceinture de sauvetage afin de l'alléger au maximum. Roland Garros rencontrera à plusieurs reprises son ami Ettore Bugatti, à Molsheim avant de lui commander sa fameuse Type 18 de 5 litres de cylindrée. Elle lui sera livrée le 18 septembre 1913.
Dans la gamme des voitures Bugatti, ce modèle sera baptisé Roland Garros. C'est à bord d'un monoplan Morane Saulnier, équipé d'un moteur Gnome de 80 chevaux, que Roland Garros décolle à 5h47 de Marseille, alourdi de 200 litres d'essence et de 60 litres d'huile de ricin. Il est parti à la boussole, avec un moteur qui subit 2 pannes et perd une pièce au-dessus de la Sardaigne. Il lui reste seulement 5 litres d'essence, quand il se pose à Bizerte en Tunisie, à 13h40 après avoir parcouru quelques 780 km. Durant l'année 1913, il réalisera beaucoup de meetings de démonstration, des concours de vitesse et d'endurance jusqu'à son engagement militaire le 2 août 1914. Il sera affecté au camp de Malzéville, dans l'unité des pilotes de combats aériens. À l'escadrille du camp retranché de Paris, Roland Garros mettra au point un système qui permettra aux avions dédiés au combat de tirer à travers l'hélice. Le développement de ce dispositif commence par des essais effectués avec un revolver et un ventilateur. Après plusieurs missions, au cours desquelles il abattra 3 avions allemands, le 18 avril 1915, suite à un problème moteur, il devra se poser en catastrophe sur un territoire occupé et se fera capturer par les Allemands. Il sera détenu pendant 32 mois avant son évasion en compagnie du lieutenant Anselme Marshall. Le 6 mars 1918, au cours d'une cérémonie sur le terrain d'Étoménil et devant le GC-12 des Cigognes, Garros est fait officier de la Légion d'honneur et Marshall au rang de chevalier. Le 2 octobre 1918, Roland Garros remporte sa 4e et dernière victoire, la veille de ses 30 ans. Le 5 octobre 1918, à l'issue d'un combat contre une patrouille de cette Fokker D7, son Spad explose en l'air avant de s'écraser, sur le territoire de la commune de Saint-Maurel dans les Ardennes. Quelques années plus tard, Roland Garros reconnu comme héros, tant pour ses records que pour sa détermination durant la Première Guerre mondiale, recevra les honneurs de la nation à titre posthume. Son ami Émile Lezieur, devenu président du Stade français, impose le nom de son ami et condisciple d'HEC, Roland au nouveau stade de tennis, où les Mousquetaires amènent en France la Coupe Davis. Des hommages lui sont rendus, par des stèles ou des mémorials, localisés à des points précis de sa vie. De la même façon, la philatélie lui rend hommage, par des timbres, des enveloppes, premier jour, de tout pays qu'il a traversé.